Bienvenue sur Rock'n'Roll. Aujourd'hui, on va parler de Donjons et compagnie. Donjons et compagnie, c'est un pledge qui a été livré il y a une semaine ou deux maintenant. Et la proposition ludique de ce jeu est assez originale dans le sens où elle inverse les stéréotypes. On ne joue pas des aventuriers qui vont piller des donjons, on joue des monstres dans un donjon. Alors, le jeu a été écrit par Benoît Felten. Donc le jeu se compose d'un livre de base avec les règles, des scénarios pour jouer, des conseils, toute l'organisation du donjon, car on va en parler, mais c'est ce qui fait vraiment le sel et le charme de ce jeu, et d'un supplément qui à la base devait être assez léger et maintenant est plus gros que le livre de base, et qui constitue en fait une ébauche de plein de scénarios, enfin une ébauche, plein de scénarios tout simplement, ainsi qu'une campagne bien fouillée et un mode élite en fait qui permet de jouer des personnages de plus haut niveau, qu'on appelle dans le jeu le rang d'ancienneté. Le format est de type MOOC, c'est hyper agréable, honnêtement à tenir en main, à lire dans le canapé, dans le lit, c'est super pratique à emporter. Et donc couverture rigide avec un signet à chaque fois. Les couvertures sont superbes, on a vraiment droit à des illustrations qui plongent dans l'univers, décalées et en même temps bien travaillées, vous allez le voir. C'est pas juste du gonzo où on fait n'importe quoi parce qu'on est des monstres. Il y a toute une hiérarchie à respecter et des organisations, des personnes à qui s'adresser au bon moment. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, Donjons et compagnie, de quoi ça parle? On joue des monstres qui ont été recrutés dans un donjon. Pourquoi? En fait, le donjon, c'est pas juste un donjon simple avec des pièces, etc. Non, il y a toute une organisation derrière avec Monsieur Noir qui chapeaute tout ça. Donc Monsieur Noir, c'est le président, directeur général, si on veut, de l'organisation Donjons et compagnie. Et tout ça se décline en plein de petites organisations parce que il faut attirer des aventuriers. Le donjon se finance sur les cadavres et sur tout ce qu'on récupère sur eux de ces aventuriers. Mais il faut être attractif, il faut que les aventuriers aient envie de venir dans ce donjon. Et pour cela, il y a un pôle d'organisation qui s'appelle la Mercatique, qui va s'occuper de racoler un petit peu les aventuriers, en faisant courir des rumeurs, en donnant envie de parcourir ces donjons. Et surtout, de garder le secret. Hein. Pour tout ce qui est à l'extérieur du donjon, les gens doivent penser qu'il n'y a pas d'organisation à l'intérieur, sinon ils se douteraient qu'il y a un traquenard. Donc il y a toutes ces organisations, voilà, il y a la Mercatique, il y a la conception des différentes aires de jeu qui en fait sont des salles, des donjons, des mini-donjons dans le grand donjon pour attirer le client et le mettre à plat et récupérer son petit trésor. Une fois qu'on a une petite présentation dans le bouquin de tous ces différents pôles, donc la Mercatique, la conception, les cogneurs, donc les PJ vont jouer des cogneurs. Les cogneurs, ce sont ce qu'on appelle dans le langage plus policé du donjon, les hôtes d'accueil. En fait, ils sont là pour finir les petits récalcitrants qui auraient évité les pièges ou tout simplement pour leur taper dessus s'ils sont encore un peu trop vivaces. Mais vous allez le voir, ils sont là aussi pour tout un tas de petites choses annexes et régler les problèmes. C'est la main-d'œuvre qui grouille dans le donjon et les PJ commencent dans cette organisation-là et vont évoluer au fur et à mesure, mais seront principalement dans ce milieu et devront faire des missions pour tuer les clients, parfois pour en sauver un parce qu'il faut bien qu'ils rapportent des richesses de temps en temps pour dire que le donjon est intéressant, etc. Alors, le jeu s'organise en missions, comme je le disais, donc les joueurs, à chaque fois qu'il y a une mission, vont s'adresser à leur contremaître. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est le contremaître qui va dire aux joueurs « Bon, on a un problème dans cette ère-là, il y a un groupe d'aventuriers qui est passé, mais ils sont en train de tout saccager, il faut que vous fassiez quelque chose. » Donc, les PJ vont devoir intervenir. Avant cela, ils vont aller voir le cartographe, en fait, qui va leur donner la carte de l'ère de jeu. Parce que du coup, ils savent où sont les pièges, en théorie, si la carte est bien à jour. Et ensuite, ils vont aller voir l'économa, j'allais dire, mais en gros, l'endroit où les fournitures vont leur donner leur pactage. Donc leur pactage, ça va être leur arme, ça va être leur armure, ça va être des provisions, etc.
Et à chaque fois, c'est aléatoire, c'est-à-dire que les joueurs vont jeter un dé 20 pour savoir quel pactage ils vont récupérer. Il y a tout un système de faveurs qui est mis en place dans le jeu qui est extrêmement intéressant, qui consiste à tisser une relation avec chacun des directeurs de pôle, que ce soit le contremaître, l'intendant, le cartographe, l'employé du mois, parce que les joueurs peuvent devenir employés du mois s'ils font montre d'un talent exceptionnel et d'une efficacité au-delà des attentes. Et ces relations, bonnes ou mauvaises, vont influencer les jets qu'on aura avec un tel ou un tel. Et ce qui se traduit dans le jeu par une mécanique très simple, c'est l'avantage et le désavantage qu'on retrouve dans DND5, et qui consiste à prendre le meilleur des deux jets, ou le moins bon dans le cas d'un désavantage. Donc il n'y a pas dans ce jeu de malus, pour parler du système, à proprement parler, on ne va pas faire de +1, de -2, etc. Ça va vraiment fonctionner autour de l'avantage et du désavantage. Comment ça se passe? On a les caractéristiques vraiment classiques en fait, de l'OSR, et cette fois-ci on ne doit pas jeter un D20 et additionner ces caractéristiques, on doit jeter un D20 et obtenir égal ou en dessous de ce niveau. Donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, on n'a pas les tranches. En ça, le jeu se prend super bien en main. Une autre grosse force du système de jeu, c'est qu'il se base sur Macchiato Monster, qui lui-même est tiré de White Hack, Black Hack, et qui en fait utilise le dé d'usage. Le dé d'usage, c'est une mécanique hyper élégante, hyper simple et hyper fun pour simuler tout ce qui est ressources, que ce soit matériel ou ressources, on va dire, en termes de relations. Donc en fait, quand un joueur va utiliser une de ces ressources, qui est représentée par un dé, D4, D6, D8, D10, il va lancer ce dé, et s'il fait 1, 2 ou 3, le dé va diminuer d'un cran. Donc le D8 deviendra D6, ensuite il deviendra un D4, et à partir du D4, si on fait 1, 2 ou 3, la ressource est considérée comme disparue. On n'en a plus. Donc, en fait, que ce soit pour les flèches, que ce soit voilà, pour les relations, on va pouvoir demander des coups de pouce, selon nos différentes appétences qu'on a eues avec les différents services, et lancer ce dé de ressources pour savoir si on a encore droit à des coups de pouce dans l'avenir ou pas. Et ces coups de pouce vont permettre d'obtenir différentes infos, que ça peut être un raccourci dans une aire pour passer à un endroit, ça peut être un point faible d'un résident, ça peut être un moyen de se tirer d'un mauvais pas. En fait, c'est aux joueurs, c'est très freeform pour le coup, et c'est aux joueurs de solliciter un coup de pouce selon bien sûr le service qu'il sollicite pour se sortir de son mauvais pas. Et c'est là où c'est extrêmement intelligent, je trouve, que c'est que cette mécanique de ressources permet aux joueurs vraiment d'être créatifs et de ne pas avoir un pavé en fait, de règles spécifiques. Tout comme la magie, la création des sorts en fait, est faite un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coût du sort en fonction de la puissance de ce dernier et des effets, qui va se payer en PV, et on n'a pas une liste de sorts exhaustive. Alors, c'est un peu intimidant au début, je trouve, pour les personnes qui n'ont peut-être jamais fait de jeu de rôle. C'est stipulé dans l'introduction, c'est-à-dire que ce jeu s'adresse quand même à un public qui connaît ses classiques. Pour vraiment en profiter, il faut connaître Donjons et Dragons et s'être mis dans la peau des aventuriers, en fait, parce qu'on a ce contrepoint, du coup, qui est hyper intéressant, de basculer du côté des monstres. Et c'est dommage si on n'a pas joué du côté des aventuriers pendant de longues années avant, ou au moins quelques parties, pour comprendre vraiment ce côté humoristique. Donc voilà pour le système, c'est hyper simple, c'est basé sur du Macchiato Monster, où on lance un dé 20, on doit faire en dessous. Et donc le jeu se base sur différents types de monstres, on peut choisir vraiment ce qu'on veut, et c'est au joueur de donner plus ou moins les traits de son personnage, de dire s'il sera discret, s'il sera costaud, petit, etc. Et ces traits vont lui donner l'avantage ou pas selon la situation. Donc, encore une fois, ça va demander un petit peu de bouteille. Si les joueurs n'ont pas trop d'idées, on n'a pas juste à piquer un archétype et noter sur sa fiche ce qu'on voit sur le livre. Il va falloir être créatif, mais pour moi, c'est qu'un avantage. C'est hyper intéressant, c'est hyper souple, et honnêtement,
je trouve que c'est ce qui fait que chaque partie va être différente, va être intéressante, parce que les joueurs ne vont pas s'appuyer sur des blocs préfaits, mais sur ce qu'ils vont inventer. Et tout comme les PNJ et les ressources de l'organisation, le contremaître, ils vont le définir ensemble au début de la partie. Chacun va définir un trait. Il va être, par exemple, avare, colérique, et ça va être un gnome. Donc, en 3 traits, à chaque fois, ça va être un bloc de 3 traits qui va typer un personnage. Le MJ va le noter pour pouvoir le jouer dans cet esprit-là plus tard. Et petit à petit, le donjon va prendre forme. Donc on va voir les différentes organisations qui vont se peupler. Au fur et à mesure que les gens vont solliciter les services, ils vont créer un employé de ce service, avec ses traits, etc. Et ça va s'étoffer. Avec le pledge, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pledgé et qui ne l'ont pas acheté en boutique, il y avait un organigramme. Je vais faire passer une vidéo en parallèle pour vous montrer un peu tout ça, où on a tous les visages, on pourra les réutiliser pour justement donner des traits sur des noms que les joueurs vont citer. Que dire d'autre? Le jeu se base donc sur des missions, comme je vous l'ai dit, donc ça va être résoudre un problème dans une aire de jeu la plupart du temps, mais la rejouabilité est assez grande dans le sens où les missions vont être variées. Ça va pas être juste taper sur la tête des clients pour récupérer... Les clients, c'est les aventuriers. Pour récupérer leurs richesses et les amener après au trésor pour qu'ils puissent les revendre et ainsi financer le donjon. Donc des fois, ça va être... Il y a un résident, par exemple, dans le donjon qui est gigantesque, et on se déplace à travers un espèce d'ascenseur vertical qui s'appelle le moyeu, avec des plateformes. Il y a dans ce donjon parfois des résidents, des habitants naturels qui étaient là avant. Et parfois, ils vont causer problème, ou ils vont exiger des choses, parce que Monsieur Noir était assez malin pour se dire, tiens, il y avait une vouivre enfouie sous le 56e sous-sol, je vais faire une aire de jeu qui va passer par là, et la vouivre va boulotter les aventuriers, c'est tout bénef pour moi, on n'aura plus qu'à ramasser les trésors, et elle sera contente, ça lui fera à manger. Mais bon, qu'est-ce qui se passe si la vouivre décide à un moment d'être végétarienne, par exemple? Bref, il faut gérer tous ces résidents, ces monstres annexes, et ça ramène un petit peu de renouvellement aux parties. Il y a aussi toute la partie politique et organisationnelle qui est hyper important, l'auteur insiste là-dessus, qui doit prendre à peu près un quart du temps de jeu. C'est tout ce qui est en dehors des missions, en dehors vraiment des aires de jeu. Donc c'est gérer les petites magouilles internes, qu'est-ce qui se passe si je ne donne pas l'épée magique que j'ai trouvée sur l'aventurier, que je dois restituer normalement, en plus de mon matériel pactage qu'on m'a fourni. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre de la suspicion, etc. Gérer les petites magouilles entre les différents services. Il y a tout cet aspect entreprise qui est hyper intéressant. D'ailleurs, l'auteur cite The Office comme référence. Il y a également Dungeon Keeper pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Donc c'est un vieux jeu vidéo. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à un excellent jeu de société de Vlaada Chvátil qui s'appelle Dungeon Lord, où on est justement un petit peu Monsieur Noir et on construit son donjon. On va faire on va creuser les tunnels, on va recruter des monstres, on va acheter des pièges, on va dire à nos gobelins d'aller construire telle ou telle salle qui va nous donner des avantages. Et les aventuriers vont rentrer dans notre donjon et notre but, ça va être de les poutrer. Donc il y a vraiment ce côté-là dans ce jeu-là, où on est du côté des méchants, mais pas vraiment méchants. On s'aperçoit que c'est pas tout noir ou tout blanc, en fait. On est des monstres, on doit vivre, on doit gagner notre croûte, on a un boulot. C'est fatigant parfois, il y a des baisses de salaire, c'est pas toujours facile la vie d'employé dans Donjons et compagnie. Et la proposition de jeu, voilà, c'est un mélange d'humour, de contrepoint qui est pris, et en même temps il y a un côté sérieux, il y a un côté organisationnel qui est vraiment travaillé. On a vraiment une organisation qui est pensée, qui est concrète et cohérente. Donc pour moi c'est vraiment un pari hyper réussi sur Donjons & Six. J'adore la proposition de jeu. Le format est hyper original, et ça se prend très bien même avec des nouveaux joueurs, pour peu qu'ils aient déjà les codes du jeu de rôle fantastique, entre guillemets. Ils en savoureront plus la partie pris du jeu. Niveau critique, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Il y a juste la maquette
que je trouve parfois un petit peu scolaire. Donc c'est sur 2 colonnes, ça fait très bloc un petit peu de texte, mais je vous mettrai des défilements d'images à côté. Par contre, les illustrations sont superbes. On a plein de petits détails dans les grandes, surtout celles qui sont en grande page. On a plein de petits détails sarcastiques avec des petites notes écrites à droite à gauche et il faut bien regarder parce qu'honnêtement, elles sont savoureuses. Et voilà, c'est juste un peu dommage qu'il n'y en ait pas plus parce que ça colle vraiment à l'esprit. Que dire d'autre? Eh bien, rien. Honnêtement, super jeu. Allez-y, foncez. Si vous rêvez d'être un squelette employé sous les ordres d'un petit tyrannique gobelin, en tant que maître du jeu, vous allez pouvoir vous amuser aussi comme il faut. Parce qu'honnêtement, il y a de quoi faire. Il y a énormément de missions. Il y a 3 missions, je crois, déjà dans le livre de base. Vous en avez peut-être une dizaine. Je vous dis pas de bêtises là-dedans. 13 aventures, 13 aventures. Une campagne. Et à chaque fois, je vous montrerai voilà, sur une vidéo après tous les plans, les organigrammes, etc. qui ont été fournis dans le pledge. Mais il y a du matos de jeu, on va pas se lasser, c'est pas un jeu que vous allez faire 1 ou 2 parties. Je pense que les gens vont justement... le fait qu'il y ait une organisation cohérente derrière le jeu va faire qu'on va accrocher au long cours. C'est un jeu qui est, je pense, a été au début créé un peu en mode one-shot pour rigoler. Et en fait, le fait qu'il y ait une cohérence qui se soit montée avec l'organisation de Monsieur Noir, le moyeu, la mercatique, l'entrée et sortie des trésors, il y a vraiment une vie d'entreprise qu'il faut faire vivre, qu'il faut mettre en avant pour les joueurs. Et c'est ça qui va leur donner envie en fait, de continuer à grandir dans l'entreprise, de connaître les secrets d'un tel, un tel. Et belle réussite, bravo à Benoît Felten pour ce jeu, bravo à John Doe et Black Book Edition qui l'ont édité. Honnêtement, c'est rafraîchissant, c'est bien fait, c'est bien écrit. Mangez-y. Allez, à bientôt sur Rock'n'Roll.